Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. De toute façon, le capitalisme marche très très bien avec patriarcat, racisme. Ils s'auto-alimentent tous ensemble. Ça marche très très bien, cette petite affaire à trois. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir woke. Aujourd'hui, nous sommes avec Jessie du réseau Salaria et nous nous sommes rencontrés à l'occasion d'un atelier d'autodéfense verbale où il y a eu un tour de parole pour que toutes les participantes et les participants puissent un petit peu dire pourquoi ils étaient là, quels étaient leurs parcours militants et toi quand tu as pris la parole, tu as évoqué un certain nombre de concepts que je connais un petit peu en tant que personne qui évolue dans les milieux de gauche mais que je connais peu finalement. Et donc tu as notamment parlé du salaire à vie et tu as évoqué le fait que ça pourrait être un outil intéressant pour dépasser la crise écologique, pour dépasser le capitalisme. Tu as évoqué le fait que potentiellement c'était aussi un outil qui pouvait permettre de combattre le sexisme et le racisme. Et à un moment donné, tu as aussi évoqué la question de la sécurité sociale alimentaire. Moi, tout ça, c'est des concepts, comme je le disais, que je connais peu, mais qui m'intéressent. Et j'aurais voulu aujourd'hui que tu prennes le temps un petit peu de nous raconter comment toi, tu as rencontré ces concepts-là et pourquoi tu les as trouvés intéressants, pourquoi tu les trouves pertinents et ce que ça a pu changer dans ton rapport au monde, dans ton rapport à toutes ces thématiques-là. Ouais. Alors déjà merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là. Alors comment je suis arrivée à Réseau Salaria et au salaire à vie, ça a été relativement progressif. En gros, moi je viens d'une famille de gauche où ça parlait pas mal politique. C'était plutôt la culture du parti chez nous que le côté syndical. Et moi pour le coup, je me retrouvais dans rien en fait. Je voulais pas être encartée dans un parti. Je connaissais pas très bien les syndicats et du coup je suis allée plutôt naturellement vers des associations type ATTAC, type quelques associations altermondialistes. Alors je sentais bien que clairement j'étais anticapitaliste, mais même ces expériences-là, si tu veux, on n'y était pas quoi. Il y avait toujours quelque chose qui c'était pas exactement ça. Et se reposait indéfiniment la question centrale que faire. Et donc bon, en tout cas, je continue à m'intéresser à la politique, à lire pas mal de trucs. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur Frédéric Lordon, qui a été le premier révélateur, on va dire le premier moment de bascule pour moi. Donc Frédéric Lordon, qui est un sociologue, économiste, chercheur au CNRS de la gauche radicale, qui est vraiment lumineux dans ses propos et très très drôle d'ailleurs aussi. Donc voilà, donc j'ai lu pas mal de bouquins de Lordon, j'ai regardé pas mal de ses conférences et nécessairement au bout d'un moment je suis tombée sur Bernard Friot, puisque ils travaillent beaucoup ensemble. Bernard Friot, qui est donc lui-même sociologue et économiste et qui a beaucoup étudié la sécurité sociale. Et qui est donc la personne qui a développé l'idée du salaire à vie, que pour le coup Lordon a largement repris à son compte et qui travaillent ensemble tous les deux. Et donc j'ai découvert Bernard Friot et toute sa proposition de salaire à vie pour dépasser, comme tu le disais, à la fois le capitalisme et l'écocide, et qui m'a beaucoup intéressée et où là vraiment il y a eu un déclic. Enfin là je me suis retrouvée dans une proposition qui me paraissait concrète, qui me paraissait urgente et salutaire face au désastre écologique, social, anthropologique auquel on fait face sous le capitalisme. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de m'inscrire dans une dynamique plus collective, plutôt que de me politiser, de me radicaliser toute seule devant des livres, devant YouTube, etc. Et donc, j'ai rejoint Réseau Salaria, qui est donc une association d'éducation populaire qui promeut, diffuse et essaye de réfléchir un petit peu au-delà d'ailleurs la proposition du salaire à vie et des sécurités sociales sectorielles.
Donc voilà le cheminement, un petit peu comment j'y suis arrivée. Pour rentrer dans le dur, qu'est-ce que c'est le salaire à vie? Alors c'est assez complexe, hein, la pensée de Friot. Enfin, ça retourne, disons, beaucoup d'images, de représentations qu'on a et qu'on a tous incorporées depuis qu'on est gamin. Donc c'est quelque chose qui secoue pas mal. C'est de la déconstruction en permanence, hein, parce que ça remet vraiment en question toute la vision que tu as pu avoir, qui ont été renforcées par toutes les institutions, que ce soit l'école, les parents, les médias, un petit peu tout, et l'organisation de la société de manière générale. Et du coup, ça prend du temps, hein, quand même. Moi, je me suis fait bien 6 mois de lecture intensive ou de visionnage de conférences de 3 heures, hein, parce qu'il fait ça très bien, des grandes conférences de 3 heures. Donc ça demande du temps, en tout cas. Et au bout d'un moment, voilà, je pensais avoir acquis les bases, bien compris le truc, et où je m'y retrouvais vraiment, c'est là où je suis allée là-bas. Et donc ces fameuses bases, on dirait que j'évite la question tellement elle est difficile, mais je vais essayer de le décrire de manière à peu près compréhensible. Le salaire à vie, c'est l'idée de attacher le salaire à la personne. Aujourd'hui, ton salaire, il est, pour la plupart des gens, donc qui sont salariés dans le privé, il est attaché à ton poste. Ce qui est déjà une conquête, hein. Quand on était dans le capitalisme initial, on va dire, c'était de la rémunération à la tâche. T'étais payé pour une tâche que tu faisais, pour un bout de tissu que tu produisais, etc. Il y a eu tout le mouvement ouvrier du 19e et du 20e siècle qui s'est vraiment attaché à construire le salaire. Et du coup, un des premiers aboutissements de ces luttes-là, ça a été le Code du travail, qui a permis de reconnaître finalement cette relation entre l'employeur et non pas eu le donneur d'ordre capitaliste, mais vraiment l'employeur et donc l'employé et donc un contrat de travail avec des droits qui s'y rattachent évidemment. La deuxième phase, ça a été les conventions collectives qui ont permis de mettre en place les qualifications. Donc ton salaire est rattaché à un niveau de qualification qui est négocié par les syndicats. Donc ça, c'était la deuxième étape, qui était vraiment une grande victoire déjà, hein, du mouvement ouvrier. Et puis on allait plus loin que ça encore, et c'est là tout le travail de Friot. C'est sur les institutions qui sont nées en 1946. 2 institutions principales, le régime général de sécurité sociale et la fonction publique. Et là, ces 2 éléments-là ont rattaché finalement le salaire directement à la personne. Donc pour les fonctionnaires par exemple, ton salaire il est pas lié à ton poste, mais il est lié à ton grade et donc à ta personne. Il est irrévocable, il vaut jusqu'à ta mort et tu es payé pour qui tu es et non pas pour ce que tu fais à un moment T. Et sur le régime général de sécurité sociale, donc typiquement par exemple les retraites, c'est exactement ça aussi. C'est les retraites, c'est la poursuite d'un salaire, de ton salaire de référence. Quand on calcule la pension de retraite, on regarde pas combien t'as versé de cotisations sociales. Ça, c'est ce que Macron et tous les capistes en général aimeraient qu'on aille vers ça. Mais pour le coup, on tient quasiment pas compte des cotisations sociales que t'as versées. Par contre, on prend ton salaire de référence en considération et donc on fait une continuité derrière ça. Donc en réalité, t'es toujours un travailleur quand t'es retraité. T'es toujours payé par un salaire. Simplement, t'es un travailleur qui est débarrassé du marché du travail, qui a pas besoin d'aller se vendre auprès de patrons, de capitalistes, etc. et qui peut utiliser ton temps, ton savoir, ton envie de travailler comme bon te semble. Donc c'est vraiment un dépassement du travail tel qu'organisé par le capitalisme. Et on a fait ça également avec la santé, le fait de délier le salaire de l'emploi. Donc avec donc le régime général de sécurité sociale, tout le monde connaît l'assurance maladie. Et donc, on a à la fois des soignants qui sont payés par une sorte de salaire à vie, hein, puisque c'est du salaire socialisé. Ils sont pas dépendants du marché du travail, donc ils ont une sorte de salaire à vie. Et nous, de l'autre côté, on a du salaire socialisé sur notre carte vitale, qui est de la monnaie marquée. Donc, quand on entend souvent la cotisation sociale, c'est des charges. Hein, les capitalistes adorent dire ça. Et ben non, la cotisation sociale, c'est vraiment du salaire. Sauf que c'est du salaire collectif, du salaire socialisé, mais qui te revient sous forme de monnaie marquée, comme dans le cas des soins. Quand tu vas chez le médecin, tu payes pas. Enfin, tu sors ta carte vitale, pas ta carte bleue.
Et donc, c'est une forme de salaire. Donc voilà ce que fait le salaire à vie. On l'a étendu ensuite aux chômeurs, pareil. Donc tu perds ton travail, même chose. On reprend ton salaire d'avant et il y a une poursuite. Alors d'un taux, c'est un taux de remplacement, mais en tout cas c'est la poursuite de ton salaire. Et donc toutes ces formes-là, c'est des conquêtes ouvrières hyper importantes et qu'on a tendance à oublier ou en tout cas à euphémiser, mais qui sont vraiment de déconnecter salaire et emploi et de rattacher le plus possible le salaire à la personne, de sorte que tu gagnes un salaire par le simple fait d'exister. Tu n'as pas à le mériter, à travailler, sous conditions capitalistes en tout cas. C'est attaché à la dignité de la personne en fait, contrairement à la valeur travail dont on nous ressort ad nauseam tout le temps. Et donc il y a vraiment c'est un outil d'émancipation extrêmement fort et qui permet justement de dépasser le capitalisme. Et du coup, pour rentrer sur comment on dépasse le capitalisme et l'écocide avec ça, c'est tout l'enjeu qui va avec le salaire à vie. Alors le salaire à vie, c'est la condition nécessaire mais non suffisante pour le dépasser. L'autre condition, c'est d'avoir la maîtrise de son travail. C'est-à-dire aujourd'hui, le marché du travail, puisqu'on parle comme ça, est organisé par la bourgeoisie capitaliste. Il y a que eux qui décident est-ce qu'on va créer des emplois, quel type d'emploi, sous quelles conditions, etc. On n'en a pas la maîtrise. Si t'as un travail, tu sais pas si demain tu l'auras toujours. T'as pas la maîtrise de ça. Et t'as pas la maîtrise non plus du contenu de ton travail, avec tout le management toxique qu'on connaît aujourd'hui par ailleurs, etc. Et on voit qu'on aliène vraiment le travailleur, on détache son travail de lui-même et on lui impose des normes, des process, etc. exclusivement sous impératif de rentabilité et qui en général sont très mauvais pour la planète, pour le travail, pour la qualité du travail, pour le travailleur et la travailleuse, etc. Et donc voilà, l'enjeu, c'est comment on maîtrise nous-mêmes notre travail, comment on décide nous-mêmes. C'est nous qui produisons, c'est à nous de décider de comment on travaille. Et donc clairement de le mettre sous d'autres impératifs que la rentabilité, etc. Mais de le mettre sous des critères de respect de la viabilité de la planète, de critères sociaux, de critères, et tout ce qu'on peut imaginer nous collectivement. Mais en tout cas, si on en parle nous. Et la sécurité sociale, alors on a la sécurité sociale du soin. Nous, à Réseau Salariat, on veut l'étendre à tous les pans essentiels, stratégiques de l'économie et puis à terme à toute l'économie, socialisation 100% de la valeur, mais donc on réfléchit sur une sécurité sociale de l'alimentation, une sécurité sociale du logement, de l'énergie, des transports, de la culture, de la petite enfance, de l'accueil, il y a beaucoup de. C'est ça aussi qui est très intéressant à Réseau Salariat, c'est que ça bouillonne vraiment dans tous les sens et il y a toujours du travail, on s'ennuie jamais. Il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de travail et c'est assez passionnant pour le coup et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'y retrouve bien particulièrement. Non, moi qui connais rien du tout à tous ces sujets, je vais te poser les questions un peu basiques que vous devez être très très fatigué d'entendre quand vous êtes impliqué dans le mouvement, mais je pense que si je me les pose, c'est que je suis pas la seule. Il y a plein de choses sous le capitalisme qui ne sont pas nécessaires et dont on pourrait très bien se passer. Il y a des boulots qui clairement ne servent à rien. Je veux dire, il y a eu beaucoup d'études sur ce qu'on appelle les bullshit jobs, donc tout cela on peut déjà les dégager et ils sont nombreux. Par contre, évidemment, moi qui travaille en associatif et dans le médico-social, je sais aussi que il y a des métiers qui sont nécessaires, qui sont utiles à la société. Comment, à partir du moment où on décide qu'il y a un salaire à vie qui est rattaché à la personne, comment est-ce qu'on veille à ce que le travail qui est nécessaire et qui doit être fourni soit réparti entre tout le monde? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui ne travailleraient pas, d'autres qui auraient de l'appétence pour ce type de travail? Voilà, comment est-ce qu'on réfléchit à la question de quelles sont, j'ai plein de questions en fait, mais en gros les principales ça va être quels sont les métiers qu'on fait perdurer parce qu'ils sont utiles, comment est-ce qu'on qualifie les gens, voilà, sachant que par ailleurs ces gens auraient un salaire, et comment on répartit la masse de travail existante nécessaire entre les personnes qui vivent dans un pays ou dans un territoire.
Non, alors ça me fait du bien d'entendre cette question-là posée de cette façon-là, parce que la plupart du temps, c'est ouais, mais si on donne un salaire à vie, mais plus personne voudra travailler. Hein, le gros stéréotype qui part d'une anthropologie très très pauvre de l'être humain. Donc ça me fait du bien de l'entendre différemment et qui est plutôt sur comment on organise ça, comment on veille à ce que les besoins essentiels soient finalement faits, et considérant qu'il y a des métiers desquels la plupart des gens vont naturellement pas trop avoir envie d'aller pour le coup. Alors nous l'idée dans le salaire à vie, c'est que toute personne à partir de 18 ans, parce que c'est la majorité, hein, mais on peut réfléchir à d'autres âges d'ailleurs, mais toute personne à partir de 18 ans a un premier niveau de qualification, un premier niveau de salaire qu'on estime aujourd'hui en gros 1700-1800 euros net. Il s'agit pas de remettre un espèce de RSA à 600 balles où on est très loin même de la survie, hein, donc sans même parler de conditions de vie acceptables. Donc on a un premier niveau de salaire. Mais l'idée, c'est d'avoir une possibilité de progression tout au long de ta vie. Alors, jusqu'à un certain point, hein, le but, c'est pas de recréer les écarts abyssaux de salaire tels qu'on les a aujourd'hui. Donc, nous, on est plutôt sur un écart de 1 à 3, en gros, considérant que au-delà de 5 000 euros par mois, à part emmerder les gens, ça sert pas à grand-chose. Hein. Mais bon, ça, pour le coup, nous, c'est des trucs qui sont pas nécessairement arrêtés. Notre but, c'est pas d'arriver avec un truc clé en main, c'est de vraiment donner des idées, et puis ensuite à nous de nous en emparer collectivement et de définir collectivement jusqu'où on va. Est-ce qu'on va de 1 à 3, de 1 à 2, de 1 à 4, comment on organise ça à un instant T où dans quelques années ce sera pas nécessairement les mêmes besoins, les mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose de toute façon qui a vocation à être évolutif. Et à être décidé collectivement. Donc nous, en tout cas, on a dans l'idée un écart de 1 à 3, ce qui permet justement d'avoir une certaine médiation des rapports de violence et d'orienter les personnes vers les travaux qui sont nécessaires, mais pas forcément désirables. Encore que c'est très subjectif, hein, ce qui peut être désirable dans un métier ou pas. On a tous des représentations de jobs qu'on aurait typiquement pas envie de faire, et c'est pas vraiment le cas pour tout le monde. Hein, donc alors pour aller dans ton sens, je connais une personne que j'ai revue récemment, que je connaissais il y a 10 ou 15 ans, et qui était disquaire, qui avait fait plein de boulots différents, et il m'avait dit, moi le métier que j'ai le plus aimé, c'était balayeur. Et il m'a dit, j'ai adoré me lever tôt, découvrir la ville à un horaire où en fait il y a peu de gens dehors. Il disait, il y a une vraie solidarité entre balayeurs, il y a la satisfaction de rendre la ville plus belle. Et je lui en ai reparlé, tu vois, 10 ans après, et c'est un mec qui maintenant bosse dans l'audiovisuel, qui a un poste haut placé de cadre et tout. Et je lui dis, bah, tu sais, tu m'avais dit ça, moi ça m'avait vachement marqué. Il m'a dit, mais j'ai adoré ce boulot, quoi. Voilà, donc effectivement, il y a des gens qui détestent certains boulots. Voilà, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes appétences, en fait. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, le discours sur les éboueurs, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Alors, enfin, là, tu parlais de bailleurs, mais la plupart des gens instinctivement pensent non, ça c'est un métier ingrat, j'ai pas tellement envie de le faire, etc. Et souvent, les éboueurs sont assez fiers de leur métier, et parce que ils ont un sens de l'utilité de leur métier, de savoir que, par exemple, le fait qu'on ait une espérance de vie aujourd'hui bien meilleure, en réalité, c'est pas tellement dû au progrès de la médecine, c'est lié au progrès de l'hygiène. Et donc, ils ont conscience du rôle central de leur métier dans la société. Et de faire vraiment quelque chose utile collectivement, et donc dont ils ressortent beaucoup de fierté. Donc oui, il y a plein de représentations, en tout cas sur plein de types de métiers comme ça, qu'instinctivement on se dirait ouais, ça me pas trop. Et en fait, pas du tout. Hein. Donc il y a plein de représentations de toute façon effectivement à casser. Mais au-delà de ça, il y aura peut-être effectivement des métiers compliqués, ou en tout cas qui ont des conditions de travail qui sont pas simples, même si l'idée évidemment c'est de les améliorer toutes à partir du moment où on décide de la production, non seulement de ce qu'on produit, mais de comment on le produit. Mais en tout cas, voilà, il y a sans doute des métiers essentiels qui resteront, disons, pas les premiers pôles d'attraction de la plupart des gens. Et donc nous, la hiérarchie entre des salaires, l'idée c'est aussi ça qui va permettre d'amener les gens vers ces types de métiers. Et à savoir, du coup, les métiers les plus difficiles, les plus essentiels, etc. Ce seraient ceux qui seraient le plus valorisés en termes de salaire.
en termes financiers. Donc c'est une des modalités pour aller vers ça. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail sur les valorisations autres que financières, hein, des métiers à faire, la valorisation sociale, symbolique, etc. Mais bon, à partir du moment où on serait plus sous régime capitaliste, il y a beaucoup de représentations, y compris culturelles a priori, qui devraient changer. Mais effectivement, c'est un travail à prendre vraiment de tous les côtés, hein. Donc, en est-ce tout qu'il cas, y aurait des gens qui ne travailleraient pas dans ce système? bah, pourquoi pas. Enfin, alors je pense que l'idée, à nouveau, c'est vraiment la critique qu'on nous adresse le plus souvent. Personne veut travailler. Tu citais David Graeber tout à l'heure sur les bullshit jobs. Moi, il y avait un exemple qui m'avait marqué où il disait que une de ses amies lui disait, tu vois, par rapport aux gens qui disent je veux pas travailler, va voir dans les prisons. La plupart des gens se battent pour pouvoir travailler, non pas pour avoir quelques rémunérations ridicules. Je crois que c'est 1,71 € de l'heure dans les prisons, hein. C'est un scandale aussi au passage là-dessus. Ils sont vraiment hors du droit du travail. Mais donc c'est pas tellement pour la rémunération, c'est parce que ça rend dingue de passer tes journées à rien faire en fait. Donc clairement, si demain le capitalisme disparaît, alors ça va pas se faire d'un coup comme ça, mais je pense que beaucoup de gens vont prendre 2 mois de vacances, hein, clairement, pour se remettre d'autant de domination et de violence auxquelles on est habitué. Donc il y aura des effets comme ça. Puis il y a des moments de ta vie, est-ce qu'on est tout le temps dans le travail? Non, il y a la vie humaine, c'est aussi des moments de contemplation, d'observation, de prendre du repos. C'est aussi important pour avoir de meilleures idées, pour passer du temps avec les autres, donc qu'il y ait des gens qui travaillent pas, ou en tout cas qui ne travaillent pas tout le temps, moi ça me choque pas. À partir du moment où on arrive tous collectivement à ce que l'ensemble des besoins soient couverts et à s'épanouir dans d'autres choses aussi que le travail. Puis ça charrie un petit peu toute la question de c'est quoi le travail? C'est quoi le travail par rapport à l'emploi? Parce qu'aujourd'hui, quand on pense travail, on pense tous travail capitaliste, hein. Donc en gros l'emploi ou le travail des indépendants ou le travail à la tâche des personnes ubérisées, etc. du capitalisme de plateforme. Mais ça veut dire quoi le travail? Il y a un exemple qu'on reprend beaucoup à Réseau Salariat qui a été donné par Usul, qui est un youtubeur de gauche, bon je pense assez connu. C'est l'exemple du jardinage où il te prend une même activité, mais qui avec socialement situé différemment, tu vas le concevoir différemment. Donc par exemple, lui il te dit tu prends quelqu'un qui qui fait son propre jardinage, etc. Ça, c'est considéré comme un hobby. C'est ni du travail, ni rien du tout. Tu prends un fonctionnaire, quelqu'un dans une mairie qui va s'occuper des espaces verts pour la ville. Là, c'est même pas du travail, c'est un coût. Puisque bien sûr le fonctionnaire est un coût, il ne produit rien selon un capitaliste. Donc là c'est une dépense publique. Par contre, tu prends toujours la même activité de jardinage faite par un salarié du privé qui est payé par une boîte privée, etc. Là c'est du travail. Et qu'est-ce qui change dans les 3 situations? C'est à 3 fois la même activité en réalité, hein. Mais la seule dans laquelle on va reconnaître le travail sous régime capitaliste, c'est la 3e. Pourquoi? Parce qu'elle met en valeur le capital de l'entreprise, qui au passage se prend du profit, hein, là où les 2 autres situations n'en génèrent pas. Donc il y a aussi vraiment, et c'est ça qui est passionnant à Réseau Salariat, c'est qu'on se pose énormément de questions sur c'est quoi le travail. Alors je fais un parallèle qui n'a rien à voir avec le sujet, mais que je trouve intéressant, parce que je trouve que ces situations qui sont à l'interstice des incohérences sont hyper intéressantes. Et moi étant végane antispéciste, je pense souvent à la question du lapin, parce que le lapin, c'est aussi un animal qui, comme cette situation-là de la jardinière ou du jardinier qui travaille dans des espaces différents où ça peut changer de statut entre loisirs, dépenses publiques et travail capitaliste, tu vois, qui produit de la valeur selon le système capitaliste. Le lapin, c'est à la fois un animal domestique, tu vois, en tant que NAC, un nouvel animal de compagnie, voilà. C'est à la fois un animal de laboratoire et c'est à la fois un animal qu'on mange.
Et en fait, si tu veux, c'est là qu'on se rend compte de nos incohérences. C'est-à-dire que la même chose ou le même être, selon où il est utilisé, on le conçoit complètement différemment. Et c'est même, j'ai envie de te dire, c'est même pas les mêmes lois et les mêmes choses qui régissent son existence. Et je trouve que ce sont des exemples hyper pertinents. Et du coup, je comprends bien pourquoi vous prenez souvent cet exemple du viol, parce que c'est parlant en fait. Et que ça soulève vraiment l'incohérence du truc, quoi. Absolument. On en a d'autres, hein. Ce type d'exemple de place. Typiquement, juste pour sortir de l'exemple éculé, mais qu'on répète un peu ad nauseam d'Usul, il y a aussi ça sur la garde d'enfants, par exemple. À partir du moment où tu gardes tes propres enfants, c'est pas considéré comme du travail, mais à partir du moment où quelqu'un d'autre le fait, ça va l'être. Donc c'est vraiment en fonction... Et même, en plus, si tu veux, moi qui ai travaillé en crèche, j'ai toujours été en tant que gestionnaire de crèche dans une situation extrêmement délicate, puisque en fait la loi dit que il y a un pourcentage de personnes diplômées, un pourcentage de personnes non diplômées, et il y a une différence de salaire qui est quand même assez importante entre les deux, et une différence de reconnaissance aussi. Voilà, parce que certaines ont le droit d'ouvrir et de fermer la crèche, les autres non, etc. Mais quand tu demandes, bon alors je connais pas les très grandes crèches, mais en tout cas dans les petites crèches où t'as des sections de 20, 30 enfants, t'as entre 7 et 12 professionnels, tu demandes quelle est la différence de travail entre l'aide auxiliaire qui n'est pas diplômée et l'auxiliaire de puériculture. Bah franchement, bon courage pour trouver des différences. Voilà, parce que elles assurent toutes les deux un travail de care auprès de l'enfant, un travail d'éducation, un travail de soins, etc. Moi, je serais incapable de différencier l'une de l'autre. Et pourtant, il y a ces injustices fondamentales sur le compte en banque à la fin de chaque mois, voilà, qui est pas liée à l'ancienneté, qui est pas liée à l'expertise, mais qui est tout simplement liée à la possibilité, la capacité et un système élitiste qui permet à certaines personnes de plus bénéficier de formations, d'études, etc. qu'à d'autres. Parce qu'on sait que c'est parfois une question de compétences et d'intelligence, mais en règle générale, c'est surtout une question de reproduction sociale. Absolument. Et alors, typiquement, pour tous les métiers du care... et les métiers en règle générale dits féminisés, donc là où il y a une majorité de femmes, c'est des métiers sous-valorisés, sous-payés, etc. Parce que on le considère comme le prolongement en fait du travail gratuit qu'elles font par ailleurs à la maison. Même chose, là c'est du travail, hein, mais qui n'est pas reconnu comme tel. C'est le prolongement gratuit, donc elles le font gratuitement à la maison. Pourquoi est-ce qu'on les paierait pour le faire, ou pourquoi est-ce qu'on les paierait bien? Donc il y a aussi plein de biais patriarcaux, hein. De toute façon, le capitalisme marche très très bien avec patriarcat, racisme. Ils s'auto-alimentent tous ensemble. Ça marche très très bien, cette petite affaire à trois. Et tu commençais à évoquer précédemment un peu aussi cette dimension de comment est-ce que ce salaire à vie pourrait permettre partiellement, hein, tu mettais cette précaution quand on en discutait en off, partiellement, pas totalement, mais comment ça pourrait contribuer à dépasser aussi les problématiques de sexisme et de racisme. Est-ce que tu pourrais développer ce point? Oui. Alors effectivement, c'est le salaire à vie, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, à mon sens en tout cas, mais même à Réseau Salariat, on le pense comme ça, pour dépasser effectivement le patriarcat, le racisme et toutes les autres formes de domination. Par exemple, sur la hiérarchie des salaires, qui pour nous, le fait qu'il y ait des possibilités de progression, par exemple, il y a un groupe femmes à Réseau Salariat qui considère que à partir et à juste titre, hein, à mon sens, qui considère qu'à partir du moment où il y a une hiérarchie des salaires, nécessairement derrière les groupes dominés, donc typiquement les femmes, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, etc., vont être pénalisés et vont se retrouver finalement tout en bas de l'échelle parce que il y aura un prolongement de ça. Et c'est vrai que le salaire à vie, ça permet de dépasser le capitalisme et donc l'écocide, ce qui est déjà pas mal, clairement, mais ça remet pas nécessairement en cause toutes ces questions-là. Alors, nous, dans l'idée qu'on en a, c'est que les critères soient décidés collectivement, donc dans des caisses de salaire, dans des caisses d'investissement, etc., et qu'on décide entre nous qu'est-ce qui vaut, et revoir les grilles de qualification. Donc, bien sûr, là, tu as envie d'espérer que il y a quand même une grosse prise de conscience, je pense, ces dernières années sur différents mouvements féministes, décoloniaux, etc. Donc, on espère que ces idées-là infuseraient dans
dans ces nouvelles institutions du travail qu'on créerait tous collectivement, mais on n'a aucune garantie de ça. Et c'est là où le salaire à vie, c'est peut-être là un petit peu les limites qu'on atteint, mais on réfléchit à comment dépasser ça. Mais c'est à nouveau, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Ça garantit pas qu'on sortira complètement de ça. Effectivement, les différences de salaire, elles sont extrêmement importantes dans le monde tel qu'on le connaît. Comment est-ce que le salaire à vie pourrait permettre, puisqu'il y aurait toujours des différences de salaire, qui seraient certes restreintes en termes d'amplitude, mais qui existeraient toujours, donc que ce soit de 1 à 3, de 1 à 4, etc. Comment est-ce qu'on pourrait veiller à ce que ce soit pas typiquement les personnes blanches et typiquement les hommes qui gardent ces meilleurs salaires? Vaste question. L'idée justement, alors si on repart en plus alors peut-être pas réinverser l'échelle des salaires, mais en tout cas de les mettre beaucoup plus en lien, le niveau de salaire par rapport au sens et au caractère essentiel du travail. Alors ça charrie énormément de questions, qu'est-ce qu'on considère comme essentiel, etc. Mais bon, le but c'est ça, la démocratie sociale, c'est d'en débattre collectivement. Donc a priori, les métiers qui sont largement sous-payés aujourd'hui, des métiers féminisés. Et là, pour le coup, serait plutôt du côté du haut de la hiérarchie des salaires. Donc, est-ce qu'on aurait un monde du travail qui serait à ce point structuré par le patriarcat comme on le connaît aujourd'hui, au-delà du plafond de verre, surtout les parois de verre, les planchers collants? Pour le coup, non. Si je reviens peut-être un petit peu pour expliciter ces trucs-là, parois de verre, murs de verre, c'est c'est un petit peu ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle. Donc, le fait que des femmes soient limitées sur certains types de métiers et pas accès à d'autres ou plus accès à d'autres. Je prends l'exemple du numérique par exemple parce que pour le coup c'est une filière rémunératrice et porteuse. Les femmes étaient pionnières dans ce secteur et elles s'en sont fait gentiment dégager. Et aujourd'hui c'est un secteur largement, dit masculin en tout cas. Donc voilà, donc il y a ce phénomène des parois de verre et puis le phénomène du plancher collant qui est que les femmes non seulement sont cantonnées dans des métiers peu valorisés, etc., mais qu'en plus elles y restent plus souvent collées et qu'elles ont beaucoup plus de mal, y compris dans leur déroulé de carrière. Même sur si on prend deux personnes, un homme, une femme peu qualifiées ou en tout cas sur des postes payés au SMIC en gros, les deux n'auront pas une même évolution de carrière. Alors l'ouvrier va galérer, mais moins que la femme ouvrière. Il va quand même avoir une progression de salaire là où la femme ouvrière, pour plein de phénomènes sexistes sur le marché du travail, va subir. Donc en tout cas oui, le fait de redéfinir collectivement quels sont les métiers importants, d'y affecter une certaine valeur, un certain salaire, etc., devrait permettre a priori d'avoir moins de ségrégation comme ça, moins de secteurs dits masculins et de secteurs dits féminins, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus mixé quelque part. Mais je pense qu'aujourd'hui on est aussi beaucoup dans une situation où ton niveau de salaire est extrêmement dépendant de ton niveau d'études. Or ton niveau d'études, c'est quelque chose que tu réalises entre tes 6 et tes 25 ans, donc c'est quand même une période de vie qui est relativement limitée. Est-ce que tu auras réussi essentiellement grâce à un soutien mental et financier parental, donc vraiment tout ce qui constitue la reproduction sociale à atteindre d'un point de vue des études, va définir ton salaire, va grandement définir ton salaire jusqu'à la fin de ta carrière. Alors que si, comme vous semblez le proposer, on prenait en considération l'utilité et peut-être aussi la pénibilité des métiers, en fait, c'est pas nécessairement les métiers pour lesquels on a besoin de telle ou telle qualification d'un point de vue du diplôme qui seraient les mieux rémunérés. Et c'est vrai que moi, ces temps derniers, je côtoie beaucoup de personnes qui ont des métiers que je connaissais peu, notamment des métiers du bâtiment ou des métiers, par exemple, de vendeurs sur le marché, et je découvre à travers mes amis la pénibilité de ces métiers-là, parce que c'est des métiers où on se lève très tôt, c'est des métiers où on a un port de charge qui est important, où parfois on peut avoir des amplitudes d'horaires aussi qui sont très importantes, notamment sur les marchés. Et donc là où je trouve que la proposition elle est intéressante, c'est que voilà, c'est pas juste la qualification, c'est pas juste le niveau d'études qui vient définir le salaire. Et actuellement, les métiers pénibles sont précisément ceux qui sont parmi les plus mal rémunérés. On citait tous les métiers féminins. Là récemment, j'ai assisté à une formation par Logistique, une association antiraciste qui donne des formations
juridique. Et dans les personnes qui assistaient à cette formation, dont le sujet c'était comment régulariser les personnes qui travaillent en France et qui n'ont pas de papier et qui ne peuvent pas être déclarées. Et parmi les personnes qui participaient à la formation, j'ai été très très étonnée. Il y avait classiquement des travailleurs sociaux, des avocates et des avocats qui accompagnent les personnes sans papier, mais il y avait plusieurs personnes qui étaient chargées de mission pour des entreprises du bâtiment qui étaient représentants de fédérations d'entreprises du bâtiment et en fait qui étaient de plus en plus sollicités par des employeurs qui disaient moi j'ai X employés qui sont super, j'ai envie de les garder, j'ai envie de pouvoir les embaucher de manière déclarée, de manière légale, mais je n'arrive pas à les régulariser, c'est trop complexe, c'est trop compliqué, etc. Et j'étais hyper étonnée de ça parce que c'était pas en fait les personnes que je m'attendais à retrouver en formation. Et on le sait, là en Île-de-France, il y a les statistiques qui sont sorties de l'INSEE. Clairement, si on n'avait pas les salariés dits étrangers, parce que je sais pas quelle est la définition de l'INSEE de étranger, est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas la nationalité française ou est-ce qu'on prend aussi en considération la nationalité des parents, mais en tout cas sur certains métiers, on va de 40 à 70% de travailleurs dits étrangers. Donc c'est ces métiers-là qui sont ceux du BTP, qui sont ceux de la restauration, où en fait on sait très bien qu'en fait si on devait compter que sur les personnes qui ont la nationalité française pour les occuper, en fait c'est des métiers que les Françaises et les Français n'occupent plus parce qu'ils sont trop pénibles. Donc ça veut dire aussi que ces métiers-là ont besoin de plus de reconnaissance. Absolument. Notamment salariale. Absolument, oui, c'est vrai que j'ai évoqué le biais patriarcal, mais il y a tout à fait le biais raciste qu'on retrouve de la même façon, et avec aussi des phénomènes d'intersectionnalité, avec beaucoup de femmes racisées dans ces métiers très mal payés, très dévalorisés, etc. Et à l'inverse, comme tu le disais, tout en haut de la pyramide, on retrouve aujourd'hui des métiers, alors des bullshit jobs, mais une autre catégorie dont on n'a pas parlé, qui sont les métiers toxiques. C'est-à-dire où je prends trader par exemple, mais il y en a à l'appel, c'est-à-dire plein de métiers qui sont nocifs pour la planète, qui sont nocifs socialement pour les autres, voire de manière pour toi-même, quoi, d'un point de vue anthropologique en gros, et qui là vont être payés mais une blinde. Et donc, il s'agit vraiment de remettre complètement ça à plat et de réfléchir collectivement au sens du travail pour nous et à ce qu'on veut valoriser ou pas. Et effectivement, ça va être ça va pas être du tout une histoire de diplôme. De toute façon, même le premier niveau de salaire, il est juste du simple fait d'exister. Il n'y a pas effectivement toute la reproduction sociale avec l'école, avec le capital culturel, avec tous ces trucs-là. Est-ce que tu as des exemples de ces bullshit jobs qui sont ultra bien payés, à part trader, qui est effectivement un métier qui nous vient comme ça assez spontanément? Parce que moi, je l'ai pas lu, le bouquin de David Graeber auquel tu fais référence. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses Alors là, tout de suite, tu vois, bon, déjà, ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, mais les exemples qui, moi, m'avaient frappé, c'était même pas tellement des métiers ultra payés et qui détruisent la planète, etc. C'était des métiers complètement absurdes, où on se dit instinctivement, le capitalisme organise très très bien la production, essaye d'enlever tous les coûts, tous les délais, on est à flux tendu tout le temps, c'est l'efficacité, la rentabilité, etc. Et tu te rends compte en lisant le bouquin de Graeber, qui est basé sur beaucoup de témoignages de gens qui lui ont envoyé, voilà, moi je fais ça comme job, moi je fais ça comme job. Et moi, ce qui m'avait frappé le plus, c'était même pas tellement les métiers type trader, etc. C'était des métiers mais qui n'ont même pas de nom, tellement c'est absurde, et qui ne devraient pas exister en fait, et qui sont même pour l'entreprise d'un point de vue de rentabilité incompréhensibles. Je me rappelle, alors je sais plus trop quel était son truc, mais il y avait un truc par exemple informatique où je sais plus, le mec était dans une entreprise et genre s'il avait un problème de PC, il y avait le service du informatique qui était juste à côté de lui, donc il pouvait venir réparer son truc, etc. Mais non, il devait envoyer une requête qui partait chez un mec, etc. Et donc c'était le boulot de ce mec-là de faire des allers-retours, mais c'était complètement ubuesque, c'était incompréhensible. Et des exemples comme ça, t'en avais à l'appel. Et il y a beaucoup de gens qui, quand Graeber avait lancé cet appel à témoignage, s'étaient reconnus dedans en disant bon, en attendant, je suis payé, je paye les factures, donc je dis rien, mais c'est même pas ce que je fais en fait, enfin ça ne sert à rien. Donc sans même prendre les exemples excessifs du trader où là ils savent très bien ce qu'ils font, c'est juste qu'ils sont payés une blinde pour en plus défoncer la planète
Et donc tu disais aussi que par rapport à cette question de réseau salariat, vous aviez réfléchi à quels sont les domaines auxquels on pourrait étendre la sécurité sociale. Donc déjà, est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une sécurité sociale et quels seraient les domaines auxquels on pourrait l'étendre? Ouais. Donc nous à Réseau Salariat, on part de ce qu'on appelle le déjà là communiste, qui est en gros, enfin pour une grande partie en tout cas, le régime général de sécurité sociale. C'est quoi le régime général de sécurité sociale? La Sécu, ça existait bien avant 46, mais c'était une saloperie patronale inventée pour en gros un dernier filet de sécurité, histoire que les travailleurs puissent revenir le lendemain quand même. Donc en 46, ce qui se crée avec le régime général de sécurité sociale, c'est que on va imposer un financement par cotisation. La cotisation sociale qui est vraiment un levier, un instrument d'une puissance incroyable et qui va nous permettre de financer notre système de soins, de production de soins, et non pas de dépenses de soins, de production de soins, autrement que par des prêteurs, par des banques, par du crédit, etc. Donc on va nous-mêmes, à travers la cotisation sociale, prélever une partie de la valeur qu'on a tous collectivement produite et l'affecter à une autre façon de produire, une façon de produire du soin qui est donc qui est hors capitalisme, qui met les capitalistes, les prêteurs, les banques, le crédit en dehors de tout ça, et donc qui va payer directement le salaire du personnel soignant, et qui va permettre aussi des investissements massifs. Dans les années 60, on crée les grands hôpitaux, les CHU en France, avec principalement de la cotisation sociale et un petit peu de financement public, mais sans prêteurs, sans banque, etc. Donc avec ce qu'on a produit nous. Et à partir de ça, on a créé le système de soins et hospitalier le plus puissant au monde. On était jusqu'à les années 2000 reconnu comme le meilleur système de soins au monde. Et on avait transformé vraiment ce qu'étaient les hôpitaux. Avant, c'était les mouroirs pour pauvres, il y avait que les pauvres qui allaient, etc. Et on l'a transformé à travers le régime général de sécurité sociale et la cotisation dans le système de soins le plus performant au monde. Bon, qui depuis, au bout de 30-40 ans de réforme néolibérale, on n'est plus au même niveau. Et d'ailleurs, je crois qu'on a chuté à la 16e place dans les classements de l'OMS, donc bravo pour l'efficacité capitaliste, n'est-ce pas? Et donc voilà, et c'est cet outil incroyable qu'on a créé en 46. Il s'agit pour nous de l'étendre à d'autres secteurs qu'on considère essentiels à la société, à commencer par exemple par l'alimentation, qui est dans une situation catastrophique. L'alimentation laissée aux mains du capital, donc de l'agrobusiness, c'est catastrophique d'un bout à l'autre de la chaîne. D'une part, c'est suicidogène pour nos agriculteurs et nos agricultrices, où ils sont endettés, ils se suicident en masse, ils sont dans des conditions de vie, de travail épouvantables. C'est une catastrophe aussi pour la planète, parce que sous couvert de pactes de l'UE, etc., et de normes en fait imposées par le capital, c'est surexploitation des sols, utilisation de pesticides, etc., et avec des répercussions en termes d'écocides qui sont catastrophiques. C'est évidemment catastrophique pour notre santé à nous, puisque derrière on ingère tous ces trucs-là, et puis surtout on n'a même pas derrière d'accès à l'alimentation. C'est-à-dire il y a énormément de gens qui mangent pas à leur faim en France en 2023. On a vu d'ailleurs pendant le Covid les files de personnes qui faisaient la queue devant les banques alimentaires, et toutes les assos disaient mais c'est même plus les types de profils qu'on est habitué à voir. Enfin là ça devient vraiment catastrophique. Donc il y a beaucoup de gens qui se nourrissent pas à leur faim, et pour ceux qui arrivent à peu près à se nourrir à leur faim, c'est souvent de la malbouffe, de la mauvaise alimentation, notamment pour la classe ouvrière, où c'est vraiment de la bouffe industrielle, plein de trucs très mauvais pour la santé, plein de tout ça. Et donc il est urgent de sortir ce secteur-là agricole, qui est aussi important pour nos vies et pour l'habitabilité de la planète, de le sortir absolument des mains du capitalisme, et de
je trouve pas le mot, de le sanctuariser dans une sécurité sociale de l'alimentation. Où là, ce qui va se passer, à l'instar de ce qu'on a fait pour le soin, c'est que on va décider nous collectivement. Donc on va cotisation sociale pour financer des caisses de sécurité sociale de l'alimentation, et on va décider nous de quels critères il faudra pour être conventionné. Comme on conventionne les médecins dans l'assurance maladie, il faut respecter certains critères. Et donc là, vous pouvez être conventionné par l'assurance maladie. Et ben la même chose, on va décider de quels critères il faut respecter pour pouvoir être conventionné par la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, bien sûr, ça se décide collectivement dans des assemblées et vraiment dans de la démocratie sociale, mais typiquement des critères de viabilité de la planète. Alors, à commencer par ça, ça c'est la condition sine qua non qui conditionne tout le reste, mais également derrière des critères sociaux de propriété, d'usage et collectif des outils de travail, et tous les critères qu'on voudrait y mettre, et très très loin des critères de rentabilité capitaliste qui nous amènent droit dans le mur et à 200 km/h. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette question de sécurité sociale alimentaire, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que on n'est pas là pour faire un cahier des charges figé, c'est-à-dire que selon les espaces, selon les lieux dans lesquels on se trouve, en fait, on peut pas avoir 100% les mêmes critères. Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a un critère qui est incontournable, c'est le fait que ça ne détruise pas la planète et que ça contribue à la viabilité de notre planète. Donc ça, effectivement, ça paraît assez logique que ce soit le premier critère et qu'il ne soit pas contournable. Mais après, selon si on se retrouve dans un espace rural ou dans un espace urbain, en fait, on peut pas dire genre, en fait, pour l'équilibre alimentaire, il faut que tout le monde mange 3 concombres, 2 tomates. Voilà. C'est aussi qu'est-ce qu'on produit d'un point de vue local pour éviter les coûts de transport, quels sont les besoins des populations selon leur accès à la vitamine C ou la vitamine D, j'y connais rien, par le soleil. Voilà. Mais c'est vraiment aussi, et je trouve que ça redonne du pouvoir d'agir aux gens. C'est-à-dire que tout ne peut pas être décidé d'un point de vue central, parce que aussi les réalités ne sont pas les mêmes des personnes selon les territoires dans lesquels ils et elles vivent. Et donc de réfléchir en assemblée sur si on devait créer cette sécurité sociale alimentaire, donc vraiment cette idée que chacun et un genre de panier en fait, mais réfléchi ensemble, c'est-à-dire que bon, c'est pas pour critiquer les banques alimentaires etc, elles font avec les moyens du bord, mais c'est vrai que très souvent, alors c'est moins le cas maintenant, j'en donne vraiment une vision un peu caricaturale, mais en tout cas moi quand j'ai commencé à travailler pour une association qui faisait notamment des colis alimentaires, les personnes n'étaient pas dans une situation de choix. On essaye maintenant d'avoir des épiceries solidaires où les gens peuvent quand même faire des courses avec des choses qui sont à des prix bien moindres que les prix du marché, mais c'est vrai que pendant longtemps on était dans quelque chose où selon les surplus de l'Union européenne, on se retrouvait avec on nous faisait des livraisons alors que nous on faisait 30 colis, on avait 300 litres de lait, on donnait je sais pas combien de litres par personne, ça n'avait aucun sens, parfois des gens qui n'en consommaient que très peu, enfin voilà, aussi c'était aussi une façon, je trouve, d'enlever de l'agentivité aux gens, c'est-à-dire qu'on est tous dans une position où on fait des choix. Quand on va au supermarché, on nous impose pas ce qu'on achète, on est dans une position où on choisit. Et en fait, la pauvreté, c'est quelque chose où on est contraint par de multiples manières, mais jusqu'à ce qu'on peut manger et ingurgiter, alors que c'est quand même quelque chose d'hyper intime. Et je trouve que de permettre à ce que ces réflexions-là se fassent avec les gens, on est tous très éloignés en fait des sphères de pouvoir et on se sent pas du tout pris en considération, etc. Et je trouve que cette question de la sécurité sociale de l'alimentation, elle est hyper intéressante parce que c'est très rare les gens qui sont pas intéressés par ce qu'ils mangent, parce que c'est quelque chose qui est source de plaisir. Mais au-delà de la question du plaisir, c'est quelque chose qui est source de bien-être, de santé, parce qu'on sait que la nutrition, c'est quelque chose d'extrêmement important pour être en bonne santé. Voilà, parce qu'on a besoin de différents nutriments, etc. pour aller bien. Et tu évoquais d'autres sécurités sociales, donc voilà, c'est une petite digression que je faisais pour donner mon avis personnel sur les questions de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, mais que voilà, pour vous dire un petit peu moi mes premières réflexions sur cette question-là et peut-être inviter les gens à creuser. Tu disais aussi sécurité sociale culturelle, peut-être terminer là-dessus, parce que je trouve que c'est aussi un concept. Ou non, un autre peut-être. Non, j'avais vraiment envie de revenir sur ce que tu disais juste avant, qui me paraît vraiment essentiel. Alors, d'une part, nous, notre proposition de salaire à vie et de sécurité sociale sectorielle, il y a effectivement une organisation macro-sociale
de la société. Il y a des décisions qui devront être prises au niveau national sur des enjeux stratégiques, par exemple sur l'énergie, etc. Donc il y a nécessairement un niveau de décision macro, mais nous on est vraiment organisé sur un principe de subsidiarité maximale, c'est-à-dire la décision au niveau le plus local possible. C'est vraiment ça, et la démocratie sociale, comme tu dis, c'est ça, c'est de pouvoir décider sur son territoire, dans l'environnement qu'on connaît, et de pouvoir y participer directement, et pas que tout se décide à Paris. Donc il y a vraiment ce côté effectivement extrêmement local. Et sur le côté de choix, la sécurité sociale permet tout à fait ça. Par exemple, quand toi tu vas chez le médecin, aussi bien le généraliste qu'un spécialiste, tu payes pas, tu payes avec ta carte vitale, mais tu as le choix de ton médecin. On t'impose pas un tel ou une telle à telle adresse. C'est toi qui peux aller choisir en fonction de du bouche à oreille, de tout ce que tu veux, mais en tout cas tu as le choix parmi les médecins conventionnés. Et là, même chose, l'idée c'est absolument pas effectivement les visions de charité pour le coup, qui vont dire aux pauvres comment ils doivent utiliser leur argent, et avec beaucoup de moraline en général par-dessus, et clairement de méconnaissance totale des milieux populaires. Mais du coup, nous, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un choix. Et la monnaie marquée permet ça. La monnaie marquée, donc quand ta carte vitale, c'est de la monnaie marquée. C'est de la monnaie, mais qui peut être utilisée que chez le médecin. Et ben même chose, nous, on imagine une carte vitale de l'alimentation où tu pourrais le dépenser comme bon te semble. Il s'agit pas de te dire c'est 2 concombres, 3 carottes, etc. C'est comme bon te semble, et dans les magasins qui te semblent, à partir du moment où ils sont conventionnés. Mais effectivement, le choix est laissé de chacun gère son volume de monnaie marquée. Alors, on a hypothétisé 150 € par mois, par personne, mais bon, après, c'est vraiment parce qu'on a essayé de faire un modèle économique un peu tangible là-dessus. Mais chacun décide, effectivement, t'as une myriade de possibilités, et tu décides de ce que tu fais avec ça, de ce que t'as envie d'acheter, de où t'as envie d'aller, et il y a une liberté totale. On croit à tort que le communisme, c'est moins de liberté, et que la liberté n'est que l'apanage de la droite et du capital, mais c'est tout l'inverse. Il y a notre système, c'est un système de liberté maximale. Et pour finir, je voulais te demander 2 choses. Alors, la première, c'est est-ce que tu peux nous dire, nous donner un conseil de lecture qui serait un conseil de quelque chose écrit par une femme, parce qu'on a cité plusieurs hommes pendant l'épisode. Donc voilà, est-ce que ça peut être sur le sujet qu'on vient d'évoquer ou sur un autre sujet. Voilà, est-ce qu'il y a une lecture que tu as envie de nous conseiller? Ouais. Alors moi, il y a un bouquin que j'ai adoré d'une sociologue qui s'appelle Maud Simonet, qui s'appelle Gratuitisation du travail, la nouvelle exploitation, et qui est assez renversant, parce que même chose, elle nous fait vraiment prendre du recul sur notre regard sur ce qu'est le travail, et elle parle beaucoup du travail domestique. Alors elle reprend beaucoup des travaux qui ont été faits par les féministes là-dessus, etc. Mais elle va au-delà, et son point de vue. Alors après, t'as l'impression de voir du travail gratuit partout, c'est assez hallucinant, aussi bien sur les bénéficiaires de minima sociaux que dont là on veut conditionner le RSA à 15-20 heures d'activité, etc. Donc elle parle aussi d'expériences comme ça, de workfare qui ont été menées aux États-Unis, et dont on ferait bien de lire pour se rendre compte de ce qu'ils vont bientôt essayer de nous faire passer en France. Et ce bouquin-là, il est vraiment assez génial, il est simple d'accès, il est agréable à lire, et moi, il m'a beaucoup marqué justement dans mes réflexions sur ce qu'était le travail, et avec une perspective féministe assez intéressante. Et ma dernière question, attention, elle est pas simple, c'est comment allons-nous intituler cet épisode? Parce qu'on a parlé de tellement de sujets différents. Donc dans ma tête, j'étais là genre dépasser le capitalisme, sécurité sociale du revenu et de l'alimentation. Voilà. Alors c'est des propositions que je te soumets, mais si tu en as aussi, je suis preneuse. Alors moi, en général, quand on nous dit faire la révolution, je dis oui, faire la révolution, mais par le salaire. Ah, ok. Si ça te... Super. Eh ben, merci beaucoup, Jessie. Merci à toi. Devenir